Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voire un commentaire. Et si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour cette deuxième vidéo consacrée à la photo planétaire. Et aujourd'hui, je vous propose de parler des capteurs. Avant de vous donner la référence de tel ou tel capteur à acheter, je pense qu'il est important de comprendre comment fonctionne le capteur d'une caméra CMOS, de façon à, et voilà quelles sont ses différentes caractéristiques, de façon à pouvoir choisir une caméra donc pour faire de la photo planétaire en fonction du type de photo que vous allez vouloir faire et en fonction bien évidemment du télescope que vous utilisez. Donc il y a plusieurs caractéristiques à comprendre et je vous propose de passer en revue le principe de photodiode, de parler des différents filtres qu'il y a en amont de cette photodiode, donc ce qu'on appelle notamment la matrice de Bayer et les photolens. Ensuite, bien évidemment, il y a la façon dont on va lire la lumière qui aura été capturée par notre photodiode. Donc on va parler un petit peu rapidement de la différence entre un capteur CCD et un capteur CMOS. Et de parler bien évidemment après derrière de la récupération de nos données donc à travers des convertisseurs analogiques numériques et ensuite bien évidemment le port USB de votre caméra. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors le premier principe à bien comprendre qui est celui de notre capteur, c'est le principe de ce qu'on appelle la jonction PN photodiode. Donc le principe étant simple, c'est que notre capteur est fait à partir finalement donc d'un semi-conducteur en silicium, ce que vous pouvez voir ici. Et la propriété, c'est que quand vous allez créer des zones conductrices et des zones isolantes, eh bien, ces zones-là, en fait, la propriété, c'est que c'est sensible à la lumière. Donc ça, c'est la carte mère d'une calculatrice HP48S dans les tout premiers modèles. Et en fait, vous pouvez voir que ces deux processeurs qui servent pour les drivers de l'écran et sont bien finalement enfermés dans un package en plastique, mais le processeur, proprement dit, lui, il est complètement à nu et à la lumière. Et bien il se trouve que quand on l'expose à la lumière, la calculatrice se met à bugger. Tout simplement parce que des électrons sont naturellement produits dans le microprocesseur par la simple arrivée de la lumière. Et donc c'est justement cette propriété des semi-conducteurs que nous allons utiliser dans les capteurs de nos appareils photo et de nos caméras planétaires. Donc le principe il est simple, c'est qu'on va faire une petite case avec donc ce qu'on appelle un boostage PN, une diode, comme les diodes voilà, bloquantes, passantes, qu'on utilise classiquement en électronique. Et donc quand des photons vont arriver sur cette surface, eh bien des électrons vont apparaître de l'autre côté. Et donc on va simplement les stocker dans un espace comme un condensateur si vous voulez. Et notre objectif sera ensuite de récupérer ces électrons pour les quantifier, de façon à pouvoir du coup déterminer la quantité de lumière qui est arrivée. Et c'est comme ça que fonctionne notre capteur. Alors la première notion va être la notion de gain quantique, c'est-à-dire qu'entre la quantité de photons qui sont arrivés dessus et la quantité d'électrons qui sont générés, il y a un rapport. Et donc si vous avez un gain quantique de 90 par exemple, ça signifie que sur 100 photons qui sont arrivés, 90 électrons sont donc stockés dans notre capteur, vont pouvoir être utilisés après derrière. Donc c'est la première notion fondamentale qui caractérise la sensibilité de notre capteur, c'est ce qu'on appelle le gain quantique. Typiquement les meilleures caméras de ciel profond ont un gain quantique de 90, ce sont des caméras monochromes. Pour des caméras couleur, le gain est moindre dans la mesure où ensuite on a un filtrage quand même en amont de notre photodiode et on le prend en compte dans ce calcul. Et donc là, à ce moment-là, on est plutôt sur un gain quantique aux alentours de 35, 40, 50. Voilà. Donc ça, c'est la première notion fondamentale que nous allons voir sur notre capteur. La deuxième notion, c'est la quantité d'électrons maximale que peut recevoir notre photodiode. C'est ce qu'on appelle le full well. Donc c'est voilà, le remplissage maximum en quantité d'électrons. Donc bien évidemment, si vous avez un full well par exemple de 8000 électrons, et si vous avez un autre capteur avec un full well à 20 000 électrons, eh bien la plage entre
les faibles lumières et les hautes lumières qui peut être finalement capturée par notre caméra va être différente. Donc par exemple le full well de cette QHY 224, donc QHY3 224 couleurs, est plus important que celui de la QHY 5L2 couleurs. Et effectivement, j'ai pu remarquer que du coup, j'ai plus de facilité à capturer l'anneau A de Saturne. Par exemple, voilà, alors que Saturne a une certaine luminosité, l'anneau A est quand même très très faible, et donc cette caméra est plus à même de pouvoir le capturer. Donc c'est ça, voilà, qui est intéressant à regarder dans la notion donc du full well. La chose importante aussi à bien comprendre, c'est que notre photodiode est sensible sur l'ensemble de la lumière visible et également la lumière infrarouge. Donc si vous voulez faire un appareil photo numérique standard du marché, que vous pouvez donc utiliser en photo de jour, l'objectif c'est de faire une photo qui correspond à ce que l'on aura vu, puisque voilà, le commun... j'ai envie de dire, le commun des mortels fait une photo pour faire une photo de jour de ce qu'il a envie de voir, enfin de ce qu'il a vu. Donc on va donc filtrer la lumière avant qu'elle n'arrive sur les photodiodes, et pour ça on va mettre un premier filtre pour bloquer l'ensemble des infrarouges. On va ensuite créer ce qu'on appelle les matrices de Bayer pour donc capturer le rouge, le vert et le bleu sélectivement selon les pixels. Ça on va en reparler juste après, et ensuite on aura mis également un filtre qui vient équilibrer le rouge par rapport donc à la sensibilité du vert et du bleu. L'œil étant très sensible dans le vert, il est moins sensible dans le rouge et dans le bleu, et donc voilà, et ça c'est c'est la notion de défiltrage partiel, où voilà, c'est le cas de mon Sony A7S. Il est défiltré et refiltré Astrodon, et donc l'objectif effectivement c'est de le rendre plus sensible dans le rouge. On essaie d'exploiter le maximum de la sensibilité du silicium, alors que c'est quelque chose donc de plus sensible que l'œil humain naturellement. Donc en amont finalement de notre capteur, on a ces différents filtres. Notre capteur il contient la photodiode proprement dit, mais aussi un petit peu d'électronique, on va en parler. Donc on utilise une micro-lentille pour venir bien canaliser la lumière sur la zone sensible de notre capteur. Et on utilise donc une matrice de Bayer donc pour les capteurs couleurs. Donc on pourrait faire un capteur monochrome tout simplement, il suffit de bloquer les infrarouges, on peut également les accepter, mais pour une caméra couleur, eh bien, on va prendre un groupe de 4 pixels, de 4 photodiodes, et on va en prendre un qui sera sensible dans le vert, un autre dans le rouge, un troisième dans le bleu et un quatrième dans le vert. L'œil étant plus sensible dans le vert, on choisit d'avoir une résolution un petit peu supérieure, et on viendra essayer d'interpoler après coup finalement ce qui était réellement notre photo, parce qu'en réalité notre capteur ne va pas tout capter, il va donc sur certains pixels, 1 pixel sur 4 capter l'information de couleur bleue, sur 1 pixel sur 4 il va capter la longueur d'onde du rouge, et sur 2 pixels sur 4 la longueur d'onde du vert. Donc il peut y avoir des petites informations qu'il n'aura pas captées, et donc on va faire ce qu'on appelle une débayerisation qui va avoir pour donc ou un dématrissage en français, qui va avoir pour rôle de calculer quelle aurait été par exemple la couleur rouge qui aurait été reçue sur un pixel alors que celui-ci était filtré par un filtre vert. Voilà, donc la matrice de Bayer, c'est une notion importante. Un capteur couleur, pour les capteurs CMOS, attention, parce qu'il existe des capteurs tri-CCD qui fonctionnent différemment. Pour un capteur CMOS, donc voilà, si je prends la version noir et blanc, donc et la Dataizen T7 Astro là ici que vous avez ici, c'est le même capteur en nombre de pixels que celui-ci qui est couleur. Mais bien évidemment, là ici il n'y a pas de matrice de Bayer, alors que là vous avez une matrice de Bayer sur chacun des pixels. Et si je veux essayer de travailler avec la meilleure définition possible, ici je vais pouvoir vraiment exploiter la meilleure définition. Ici je vais perdre une information dans la fréquence spatiale et de 1 pixel, puisque il y a cette matrice de Bayer qui fait que chaque pixel n'aura pas forcément tout reçu. Donc je peux vous montrer réellement ce qui se passe quand on fait une photo couleur. Donc si vous prenez cette scène avec des fleurs de couleurs différentes que nous allons photographier,
Le capteur, donc, lui possède une matrice de Bayer qui va venir filtrer tout ceci. Et donc le capteur va capter effectivement une image noir et blanc, dont vous pouvez voir qu'elle est tramée, puisque l'image ne contient pas forcément le même signal en rouge, en vert et en bleu. Et en fait, si on reprend chacun des pixels et qu'on les recolorise, donc en correspondant au filtre qu'il y avait en amont, vous pouvez voir qu'en fait, par exemple, ça se voit très bien sur le coquelicot, donc en rouge, vous pouvez voir qu'en fait, il y a très peu d'informations qui a été réellement capturée, puisque c'était un pixel sur 4. Et ensuite, on va venir donc faire cette opération de dématrissage, de débayerisation, pour effectivement essayer de deviner la couleur, et donc c'est l'image que vous avez. Si en revanche, on avait utilisé un capteur monochrome, et on avait fait 3 photos, l'une verte, l'une rouge, l'autre bleue, eh bien vous auriez eu cette image, dont vous pouvez voir qu'il y a quand même une différence de qualité effective, puisque là, il y a eu des informations qu'on a été capable de capter réellement, où il y avait une différence, et là on n'est pas dans le domaine d'essayer de deviner une zone de la photo, on est réellement là cette fois dans la capture propre. Et généralement, quand on travaille du coup en ce qu'on appelle LRVB, avec une caméra monochrome par exemple, eh bien on va faire éventuellement en ciel profond en particulier une luminance, c'est-à-dire là cette fois une photo noir et blanc pour essayer d'avoir le maximum de signal, ce qui va nous permettre d'éviter d'être un peu trop bruité. Donc maintenant, je vous propose de parler maintenant de la récupération des électrons que nous avons reçus dans chacun de nos pixels, donc dans chacun de nos photodiodes. Il y a 2 techniques pour pouvoir faire cette lecture. La première, c'est les caméras, les capteurs CCD qui maintenant ne se font plus, mais c'est important de comprendre un petit peu comment ils fonctionnaient, et désormais maintenant les capteurs CMOS. Donc en fait le capteur CCD, c'est un capteur qui est quand même assez ancien en termes de conception à l'origine, et l'objectif c'était d'essayer de tirer le meilleur parti de la surface de notre silicium. Donc l'idée c'était de faire donc des cases séparées les unes des autres, hein, qui étaient donc nos pixels, et une fois la lumière accumulée donc dans son condensateur propre, eh bien il allait falloir lire cette information. Donc l'idée a été en fait simplement d'utiliser comme un électroaimant, cette fois donc de polarité positive, pour attirer ces électrons dans des cases de lecture, et en fait on les transférait d'une ligne à l'autre, et donc ça c'est quelque chose qui consommait énormément de courant, parce qu'il fallait du coup activer des polarités positives pour pouvoir attirer finalement les électrons d'une ligne vers l'autre. Et donc on les récupérait finalement sur une dernière ligne de téléchargement, et ensuite on continuait le chenillard vers un transistor d'amplification et un convertisseur analogique numérique. Le convertisseur en fait il prend en entrée une tension et non pas un courant, donc il fallait convertir les électrons en tension. Mais l'énorme avantage de ça, c'est que vous utilisiez toujours le même transistor d'amplification et toujours le même convertisseur analogique numérique, et donc à partir de ce moment-là, le bruit de lecture était extrêmement faible. Donc c'était la grande force des capteurs CCD, mais à l'inconvénient d'une chose, c'est que la récupération de l'information était extrêmement lente. Et donc ça, c'était contraire à un objectif d'avoir des caméras haute vitesse. Aujourd'hui, vous prenez votre smartphone, vous pouvez photographier, filmer en 60 images par seconde, ou sur des caméras, des appareils photo numériques maintenant, même jusqu'en 4K 60 images par seconde. Donc il y a un débit complètement dingue, il y a une quantité de données à aller récupérer, à aller lire sur le capteur qui est importante, et ça le CCD il n'en était pas capable. Donc c'est pour ça aussi que le CMOS maintenant est en train de le supplanter complètement, parce que le CMOS il a une autre technique pour pouvoir faire cette récupération. Le capteur CMOS en fait il va avoir un transistor directement dans le pixel. Donc juste à côté du photodiode il y a un petit espace pour de l'électronique, c'est pour ça qu'on a les microlens devant. Les microlens ça se faisait pas à l'époque des CCD, des toutes premières CCD. Donc on récupère via ce transistor cette lumière dans donc ces électrons, on va les récupérer, mais au lieu de les stocker dans un deuxième condensateur, si vous voulez, et de faire un chenillard de lecture, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un fil directement qui va aller directement vers les convertisseurs analogiques numériques qui sont situés finalement en bas de votre ligne de capteur, ou en haut. Bon après, bon, ça c'est juste une question de sens, mais pour nous, on va dire en bas. Donc on récupère en fait une seule ligne du capteur, on utilise tous leurs transistors pour ensuite envoyer donc ce courant vers les convertisseurs analogiques numériques qui sont
en face de chacune des colonnes, et donc on lit une ligne d'un coup. Et ensuite on va lire la ligne suivante, etc. Donc la vitesse de lecture est bien plus importante puisqu'elle est parallélisée. On peut faire quelque chose virtuellement. Si vous avez 4000 pixels de large sur votre capteur, vous pouvez faire une lecture qui est 4000 fois plus rapide. Donc c'est quand même absolument énorme. Et effectivement, notre objectif étant de faire des pauses de 5 millisecondes, voire même de 1 milliseconde, si on veut photographier la station spatiale internationale, eh bien, il faut aller très très vite. Et donc effectivement, cette technique marche très bien. L'inconvénient en revanche, c'est que vous avez un transistor pour chaque pixel de votre capteur, et chaque transistor est différent physiquement dans l'espace. Voilà, c'est comme ça, il est unique, et donc c'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle des bias ou des offsets, donc une photo à la vitesse maximale, sans laisser rentrer de lumière. L'objectif, c'est juste de voir la quantité d'électrons qui aura été additionnée par les transistors au moment justement de la lecture donc du condensateur, du well de notre photodiode, avant de l'envoyer vers le convertisseur analogique numérique. On va également voir le bruit de lecture du convertisseur analogique numérique. Alors bien évidemment, comme tous ces capteurs sont traversés par du courant électrique, il y a une production de chaleur par l'effet Joule. Et il se trouve également que la chaleur vient elle-même finalement produire des électrons, et donc on va parler de bruit thermique. Donc le capteur est sensible finalement à sa propre chaleur, et donc ça c'est quand même une deuxième problématique importante, et pour ça nous allons faire des darks, c'est-à-dire un temps de pause qui va correspondre voilà, au temps de pause de nos photos, 30 secondes par exemple. On va faire une photo comme ça, toujours avec le capuchon sur l'appareil photo ou sur la caméra, et là à ce moment-là on va venir mesurer la quantité d'électrons qui s'est accumulée dans le condensateur de notre photodiode avant de le lire. Donc ça c'est une information parasite qui s'est additionnée aux photons légitimement collectés lors de notre photo, et donc on va vouloir les soustraire. Donc c'est la raison pour laquelle on fait des darks. Et donc au final, on lit ces informations-là de façon parallèle sur un capteur CMOS, et avec à chaque fois des transistors aussi en bout de ligne. Et donc là, bien évidemment, les offsets sont importants, mais ça augmente aussi un petit peu le bruit de lecture. Donc les capteurs CMOS sont quand même un petit peu plus bruités que les capteurs CCD, c'est même l'évidence. Néanmoins, la recherche et développement est telle qu'on a des perspectives d'amélioration. Alors pourquoi je vous dis que la recherche et développement est telle? Bon, tous les appareils photo de votre smartphone sont tous avec des capteurs CMOS, mais c'est pas ça qui va viser à essayer de développer une super technologie, parce qu'ils sont vendus très très peu cher finalement. Ce qui va vraiment tirer le marché, c'est la voiture intelligente, c'est la voiture qui se pilote par elle-même, qui se conduit par elle-même, comme la Google ou la Tesla, etc. Et ce capteur en fait est vendu par Sony pour la voiture intelligente. Donc c'est un capteur qui vise à avoir une cadence de lecture élevée et à être bien sensible, en particulier la nuit, puisque on ne pourrait pas accepter qu'une voiture qui se conduit toute seule soit moins sûre qu'un conducteur humain. Donc c'est une des raisons pour lesquelles maintenant, voilà, le nombre de voitures vendues chaque année est quand même, c'est plusieurs millions de voitures, c'est un produit avec une forte valeur ajoutée. Une voiture qui se conduirait toute seule, on la vendrait beaucoup plus cher qu'une voiture traditionnelle, et donc il y a un marché énorme sur voilà, qui va être sur lequel vont déboucher la recherche et développement de ces capteurs, et donc nous on va en bénéficier directement. Par contre, il y a une différence fondamentale que je n'ai pas citée entre la CCD et la CMOS, c'est la notion de balayage. Sur la CCD, en fait, on a pris une photo d'un coup, et ensuite on a dit on va télécharger donc les électrons de chacun des pixels du capteur d'un coup sur les buffers, et puis ensuite on viendra faire la lecture par balayage qui va mettre du temps. Mais tout le téléchargement, toute la récupération finalement en mémoire tampon se fait en même temps sur un capteur CCD. En revanche, sur un capteur CMOS, et vous pouvez faire l'expérience assez facilement avec votre appareil photo numérique, avec votre smartphone en mode vidéo, vous le secouez un petit peu, vous verrez que ça fait un bubble effect, tout simplement parce que la lecture se fait ligne par ligne. Et donc, en fait, entre la lecture de la première ligne et
lecture d'une ligne, par exemple en milieu de votre capteur, eh bien en fait il y a un intervalle de temps qui est en décalage. Donc ça peut faire un effet un peu bubble. On le ressent quand on fait de la photo planétaire, mais néanmoins ce qui nous intéresse, c'est finalement le global de l'espace-temps de capture d'un film sur notre caméra, donc on s'en sort très bien. Mais il est vrai que les capteurs CCD sont quand même un petit peu mieux. Je crois qu'il y a quand même de la recherche et développement en vue de faire ce qu'on appelle du global shutter sur des capteurs CMOS, à l'inverse donc du fonctionnement en rolling shutter, c'est-à-dire en lecture déroulante, si vous voulez, en rideau déroulant que l'on a sur les capteurs CMOS actuellement. Voilà. Le fait d'avoir aussi un nombre finalement très important de convertisseurs analogiques numériques était contraire aussi avec un objectif de résolution. C'est-à-dire que si vous preniez un capteur CCD, vous aviez assez facilement de quoi faire un convertisseur analogique numérique sur 16 bits, il n'en fallait qu'un seul finalement pour la totalité du capteur. Autant là, sur un capteur qui va faire 4000 colonnes, eh bien, il faut 4000 convertisseurs analogiques numériques. Néanmoins, voilà, on voit apparaître là aujourd'hui, j'en ai entendu parler pas plus tard que cette semaine, apparemment Sony a réussi à sortir un capteur ou annonce un capteur avec des convertisseurs analogiques numériques 16 bits. Alors qu'aujourd'hui, les capteurs des meilleurs appareils photo numériques sont sur 14 bits. C'est pareil aussi pour les caméras qu'on utilise en astronomie. Donc 16 bits, c'est encore un gain supplémentaire. On a finalement 4 fois plus de précision au moment de notre lecture pour quantifier finalement la quantité de lumière. Donc voilà, ces différentes caméras sont quand même un petit peu complexes, donc je résume très simplement. On a capté la lumière qui a été filtrée en fonction de sa longueur d'onde. Il est important de noter que vous allez pouvoir trouver certaines caméras qui sont équilibrées rouge, vert, bleu par rapport à la sensibilité de l'œil humain, donc le rouge est refiltré, et ensuite derrière qui sont redéfiltrés au niveau de l'infrarouge. Et on utilise du coup devant un filtre infrarouge pour ne travailler que dans le visible, ou un filtre qui va bloquer le visible et qui va laisser passer que l'infrarouge pour travailler dans l'infrarouge. On peut travailler un petit peu dans les deux. Il existe également des caméras monochromes qui là ont une sensibilité beaucoup plus homogène et complète sur le spectre visible, alors que les caméras couleurs ont des espèces de petits décrochements entre le rouge, le vert et le bleu. Voilà, donc il existe ensuite plusieurs types de filtrage devant les capteurs. La lecture se fait donc par balayage, comme nous venons de le voir, avec le problème d'avoir quand même un petit peu de bruit, etc. Mais il y a une nouvelle technologie qui vient améliorer cela, c'est ce qu'on appelle le BSI, le Backside Illumination. Donc le principe, et Sony est un expert là-dedans, si vous voulez, le capteur proprement dit, il est conçu comme l'œil humain. Vous avez donc une profondeur et vous avez la partie sensible, photosensible, qui est au fond un peu comme la rétine de l'œil, et vous passez une matière translucide, et vous avez par contre de l'électronique par-dessus qui nous sert notamment l'électronique de lecture et de récupération donc des électrons de notre pixel. L'inconvénient de ça, c'est le fait de devoir traverser cette matière translucide. On peut avoir une perte de quelques électrons quand vous traversez un morceau de plastique ou même une vitre en verre, vous perdez un petit peu, il y a ce qu'on appelle un taux de transmission, et donc on perdait un tout petit peu de signal. Et l'idée a été en fait d'essayer de voir si on pouvait construire un capteur dans le sens inverse, c'est-à-dire d'avoir la partie vraiment photosensible qui soit sur le dessus et les électroniques de lecture et de traitement qui soient plus dans la profondeur finalement de notre capteur. Et donc ça a été réussi, ce qu'on appelle le Backside Illumination, ou les capteurs dits rétroéclairés. Ça ne veut rien dire entre nous. Rétroéclairé, on s'attend au rétroéclairage d'un écran de caméra vidéo ou de PC portable. Donc le Backside Illumination signifie en fait illumination par l'arrière, donc récupération de la lumière par l'arrière. En fait, c'est comme si on avait complètement inversé le capteur. Et donc en fait, la lumière, elle a traversé juste les filtres et les micro-lentilles, elle arrive directement sur le silicium et il n'y a plus cette partie translucide. Donc on a des capteurs qui sont dans l'effectif plus sensible. Alors je peux vous donner un exemple assez réel. Ça c'est le Sony Alpha 7R2. Celui-ci c'est le Sony A7S qui est réputé pour l'astrophoto. Et bien il se trouve que le Sony A7R2 est quasiment aussi sensible en fait que le Sony A7S. Alors bien sûr les pixels sont plus petits, donc ils ont moins de lumière qui arrive dessus, bien évidemment,
Mais néanmoins, le bruit de lecture et le gain quantique en fait de ce capteur est absolument excellent, ce qui donne au global un capteur qui approche de la sensibilité de Sony A7S quand on réduit l'image, je crois, par 4. Voilà, puisque celui-ci fait 42 mégapixels, celui-ci en fait 12. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans le BSI. Le capteur de la QHY224 est effectivement un capteur BSI et nous verrons dans le prochain épisode justement quels sont les nouveaux capteurs BSI qui sont vendus sur le marché des caméras planétaires. Alors dernier point qui vient aussi comme terminer le match entre les capteurs CCD et les capteurs CMOS, c'est la notion de double ampli. Donc je vous l'ai dit, les capteurs CMOS sont quand même plus bruités généralement que les capteurs CCD bien sûr. Et en fait l'idée c'est que quand on va travailler avec la plus basse sensibilité, donc quand on va monter les ISO typiquement, eh bien en bas des colonnes finalement de notre capteur, a priori hein, c'est en bas des colonnes, vous avez une deuxième rangée de transistors juste avant le convertisseur analogique numérique. Donc l'avantage c'est que ça nous permet finalement de réélever le signal, puisqu'un transistor est quand même assez propre, de réélever la puissance du signal juste devant la lecture du convertisseur analogique numérique, et ça nous permet du coup d'augmenter, de diminuer en fait le bruit de lecture sur les hautes sensibilités. Donc c'est une des raisons qui a fait clairement la grande force du Sony A7S. On le retrouve sur le Sony A7R2, A7R3, A7R4, etc. On le retrouve également maintenant sur certaines des nouvelles caméras. Donc je vous montrerai comment, en analysant les différentes courbes et les données qui sont communiquées donc sur les caractéristiques du capteur, comment déceler finalement la présence d'une deuxième rangée d'ampli. Ça a un impact énorme sur la sensibilité effective de votre capteur, puisque ça diminue son rapportionnel sur bruit au moment de la lecture de la lumière qui aura été effectivement collectée par notre capteur. Voilà, donc au fur et à mesure finalement, la recherche et développement va continuer à faire des progrès. On peut s'attendre à avoir des caméras de meilleur en meilleur au fur et à mesure des années, donc c'est une très bonne nouvelle. Et donc je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant pour traiter des caméras qui seront qui sont disponibles sur le marché à l'instant T où vous trouverez la vidéo donc dans la playlist. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'enregistre cette vidéo en 2019, mais au fur et à mesure, 2020, 2021, je remettrai à jour la vidéo concernant les caméras que vous pouvez acheter sur le marché, puisqu'il y aura des nouveaux capteurs qui seront sortis d'ici là. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à laisser un message dans l'espace commentaire, notamment vos questions, de façon à pouvoir essayer d'y répondre de façon la plus précise possible et de vous aider, encore une fois, à pouvoir mieux pratiquer encore l'astronomie et en particulier l'astrophotographie. L'achat d'une caméra planétaire n'est quand même pas anodin, puisqu'on est sur un achat qui va être entre 100, 200, 300, 400 euros. Donc c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas à la légère. Quand on achète une caméra, on a envie de la garder pendant plusieurs années. Donc une dernière chose qui est très très importante, et on parlera des pièges justement dans la prochaine épisode, c'est aussi de bien s'assurer que la caméra est en capacité de récupérer la totalité du signal acquis le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui la norme clairement elle est sur des caméras par exemple USB 3, et puis ça va continuer de s'améliorer avec le temps, mais l'USB 2 par exemple aujourd'hui est clairement dépassé pour les photos planétaires. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.